Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Comme je disais à ma mère quand elle comprenait pas que je passe un CAP cuisine, mon but c'est pas juste d'éplucher des pommes de terre, même si elles sont bio et locales, mais d'avoir une légitimité pour porter des projets qui font sens et qui permettent de faire en commun. Et ouais, d'être dans l'économie, mais dans un autre type d'économie, dans l'économie vraiment de partage et de mise en commun. Alors ouais, là, banco, quoi. Fantine est cuisinière traiteur. Installée dans le Perche, après un parcours qui ne la prédestinait guère à ce métier, elle propose une cuisine à base de produits bio et locaux, une cuisine qui a du sens. Dans cette conversation tout en transparence, vous entendrez l'énergie de Fantine, celle qui l'anime pour défendre une vision de l'économie qui dépasse sa réussite individuelle et pour donner aux gens l'envie d'agir. Fantine nous parle de la joie de faire ensemble qu'elle trouve dans ses engagements associatifs et nous livre un témoignage très lucide et plein de sens sur la vie d'artisan. Une très belle rencontre qui vous donnera sans doute l'envie de vous asseoir à la table de Fantine et de goûter sa cuisine. Bonne écoute. Bonjour Fantine. Bonjour. Merci de me recevoir dans ta boutique. Avec plaisir. À Bretoncelle. Tout à fait. On est dans l'Orne, dans le Perche. Quand on te demande ce que tu fais, qu'est-ce que tu réponds ? Je réponds que je suis cuisinière traiteur avec des produits locaux et principalement bio. Alors moi j'ai goûté ta cuisine et effectivement elle est authentique, elle est originale, elle est pleine de saveurs, voilà. Mais c'est aussi ton parcours qui intrigue. Est-ce que tu peux me raconter comment tu en es arrivé là ? Bien sûr. J'ai l'habitude aussi, j'aime bien dire que ma cuisine est pleine de sens. Voilà, parce que c'est vraiment ça qui m'a guidée. Alors mon parcours, c'est un peu long, mais j'aime bien revenir à la source de mes études. On a tout le temps que tu veux. Donc j'ai fait un parcours lycéen classique, et après j'ai passé mon bac et j'ai fait une année d'Hippocagne à Tours, et ensuite j'ai intégré Sciences Po Lyon sur concours avec l'idée de travailler dans l'économie du développement, les pays dits en voie de développement. C'était vraiment ça qui était mon moteur à l'époque. Pendant mon cursus à Sciences Po, la filière que j'ai choisie, c'était développement international de l'entreprise. Alors, ça me fait rire aujourd'hui par rapport à là où je suis. Mais parce qu'il y avait une option qui était sur l'économie du développement avec un prof qui était super. Et pendant mon parcours à Sciences Po, j'ai fait un stage de 6 mois. Je suis partie au Pérou pendant 8 mois pour travailler avec une association qui souhaitait mettre en valeur le patrimoine bio culturel des communautés quechua, donc au sud du Pérou, à côté de Cusco, dans la vallée sacrée, là où il y a le Machu Picchu notamment. Et là, en fait, ça a vraiment été hyper intéressant de travailler avec... donc là, moi, j'étais plus affectée au suivi d'un groupe de femmes qui travaillaient sur les plantes médicinales. Et l'idée, c'est de vraiment, à la fois, il y avait une vocation biologique des plantes médicinales endémiques, mais surtout de valoriser tous les savoir-faire et les savoirs associés sur l'utilisation, la transformation, la conservation des plantes, etc. Et il y avait des agronomes qui travaillaient sur les pommes de terre, par exemple, avec la même optique de... Certes, il y a toutes les variétés de pommes de terre qui existent, mais il y a aussi comment on les conserve, comment on les cultive, comment on les associe au mode de vie humain, en fait, et de valoriser la place de l'homme dans un écosystème naturel. Et donc je suis revenue en France avec cette expérience-là. J'avais encore un an de Sciences Po à tirer, c'était un peu raidos. Et là, je me suis posé la question de, c'est bien beau de vouloir partir à l'étranger, mais en tant qu'occidental, qu'est-ce que tu peux apporter ? Et 2, pose-toi déjà la question de ce qui se passe dans ton pays. Et là, je me suis intéressée à toutes les questions d'agriculture paysanne. Et j'ai un peu
observé, appris beaucoup sur l'évolution de l'agriculture en France. Alors mon grand-père était paysan, donc je pense que ça joue aussi un petit peu. Et je me suis rapprochée du réseau des AMAP d'Île-de-France, donc c'était en 2007. Donc ça faisait la première AMAP en France a été créée en 2004. Donc du coup c'était vraiment tout récent. Tu peux nous rappeler ce qu'est une AMAP? Une AMAP, bien sûr. Donc c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. L'idée c'est que c'est une association de consommateurs qui se réunissent pour signer un contrat d'engagement envers un producteur en disant nous on t'achète ta production, quels sont tes coûts de production, on se les partage entre nous et toi toutes les semaines tu nous amènes une partie de ta récolte qui vont correspondre à nos besoins alimentaires. Donc ça c'est pour le maraîchage, mais après ça s'est décliné en différents produits. Mais il y avait vraiment une volonté d'engagement initialement dans ces initiatives-là et puis de prise en considération des coûts de production des produits alimentaires pour arrêter de dissocier les deux du prix d'achat par le consommateur des vrais coûts de production des agriculteurs en fait, parce que finalement dans l'alimentation c'est comme ça que ça marche aujourd'hui et on marche sur la tête. Et du coup j'ai fait ça toute la fin d'année de Sciences Po où j'étais bénévole stagiaire donc à accompagner accompagner mais surtout à apprendre beaucoup en fait. Ensuite, j'ai fait un Master 2 en développement agricole durable à l'université Paris 12, à Sceaux, qui m'a permis d'avoir un peu une introduction à des notions agronomiques, des notions nutritionnelles aussi, des notions aussi même d'économie agricole, d'économie alimentaire, avec des choses très éloignées de mes convictions, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir comment ça marche, voilà. Et j'ai fait mon stage de fin d'études au parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine sur l'approvisionnement des cantines et voir comment on pouvait faciliter l'introduction des produits locaux dans les cantines. Donc ça a vraiment été hyper formateur et donc petit à petit, je me suis vraiment spécialisée plus sur les circuits courts alimentaires. Ensuite, je me disais pourquoi pas continuer en faisant une thèse sur notamment l'enjeu et les impacts des circuits courts alimentaires sur la souveraineté alimentaire. Donc souveraineté alimentaire, c'est vraiment pour une population d'être autonome en termes de production alimentaire. Et plutôt que de miser sur les circuits longs ou l'exportation, de miser sur une production locale qui nourrisse la population locale. Sauf qu'en fait, la recherche est assez difficile d'accès et par des prises de contact diverses, j'ai pu travailler comme ingénieur d'études pour un projet de recherche qui était à cheval sur le Grand Ouest, donc Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, sur les liens producteurs-consommateurs et qui analysait, étudiait les initiatives en circuit court d'un point de vue sociologique, marketing, géographique. C'était ces disciplines-là vraiment en sciences humaines. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, j'ai eu envie d'être un peu plus dans le concret et de j'ai voulu travailler pour les structures d'accompagnement des agriculteurs justement. Donc, j'ai réussi à travailler pour le réseau des AMAP d'Île-de-France. Donc, je suis revenue au réseau des AMAP pour accompagner les producteurs, les consommateurs à mettre en place ce type de contrat. Sauf que la vie parisienne n'était pas faite pour moi. Et ensuite, donc, j'ai atterri au parc naturel régional du Perche en 2012 pour une mission dont le titre un peu pompeux était « Innover et expérimenter en faveur de l'installation agricole en circuit court ». Parce que l'idée, en fait, c'était de mettre d'accord toutes les structures qui travaillent sur l'installation agricole sur le territoire. Et donc, se spécialiser sur l'installation agricole en circuit court permettait de ne pas fâcher la Chambre d'agriculture. Installer sur l'innovation et l'expérimentation permettait de ne pas fâcher le pays du Perche-Ornais qui travaillait déjà sur l'installation et la transmission. Voilà, c'est comme ça que le parc avait réussi à faire un peu le grand écart. Donc, dans le cadre de cette mission, j'avais réussi à travailler sur des cafés installation, transmission installation, un peu un guide des porteurs de projets agricoles, et sur les prémices de l'espace test agricole qui a été créé 2 ans plus tard, grâce à un autre chargé de mission qui avait pris la suite du travail. Donc, on était allé voir des espaces tests agricoles qui fonctionnaient à Blois, etc. Mais on m'avait dit, la mission c'est 12 mois, il n'y aura pas de suite derrière. Et de fait, la suite ça a été 2-3 ans après, en fait, qu'il y avait de nouveau des financements pour prolonger le travail. Et donc, suite à ça, j'ai décidé de passer mon CAP cuisine en 2013. Alors, pourquoi ça En parallèle de tout ça, je faisais partie d'une association d'anciens étudiants de l'école d'agriculture d'Angers qui s'appelle Savoir-Terre, qui est une petite association et qui réfléchissait beaucoup aux installations agricoles collectives. En fait, créer des collectifs agricoles. Ils étaient tous ingénieurs agronomes, mais ils avaient envie de s'installer en tant qu'agriculteurs, mais en répondant aux problématiques d'isolement, de problèmes de rémunération et de sens en agriculture, parce que ça se pose dans tous les métiers.
Et donc j'avais rencontré des gens avec qui on réfléchissait à s'installer en collectif agricole. Mais moi, je me sentais pas capable de m'installer en agricole parce que c'est des compétences que j'ai pas. Et j'avais envie d'être autonome et d'être porteuse d'une activité. Et je me suis dit, la première étape qui vient juste après l'agriculture, c'est la transformation. Et donc la cuisine, il y avait l'idée de créer une ferme auberge sur cette ferme, sur ce projet collectif. Puis le groupe a capoté, parce que ça c'est l'histoire des projets collectifs. Il y en a pas beaucoup qui émergent et qui se concrétisent. Mais moi je suis restée avec mon envie de cuisine. Et donc j'ai passé mon CAP cuisine au groupe FIM, c'est un groupe de la CCI de Granville, dans la Manche, en 2013. Et puis j'ai lancé mon activité de Fantine en cuisine en mars 2014. Alors est-ce que tu peux me raconter une semaine de Fantine en cuisine? En gros, ça ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc c'est très différent de quand j'ai créé, parce que donc quand j'ai créé en mars 2014, j'étais cuisinière à domicile, donc je cuisinais dans les cuisines qu'on mettait à ma disposition, donc soit des gîtes, salles des fêtes ou chez les particuliers. Donc là aujourd'hui, depuis avril 2017, je suis installée à Bretoncelle où j'ai ma cuisine. Donc une semaine type, finalement, elle commence plutôt le mercredi. Donc le mercredi, je suis livrée de mes légumes. Donc je fais de la pluche. J'épluche tous mes légumes. Donc c'est minimum une trentaine de kilos les semaines où je travaille pas beaucoup. Et puis ça peut monter jusqu'à 80-90 kilos de légumes à éplucher. Donc ça me permet d'après de les stocker au froid et de les cuisiner le lendemain. Et le mercredi, éventuellement le mardi après-midi, je fais tout ce qui est plus de l'ordre de la biscuiterie. Donc mes fonds de tarte, mes biscuits secs qui ça se conserve sans problème. Ensuite, le jeudi, je cuisine. C'est mon gros jour de cuisine. Donc après, selon les jours, je commence entre 6 et 9 heures le matin parce que j'adapte le temps de travail aux commandes, en fait, parce que je suis vraiment en flux tendu. Tout ce qui m'est livré en milieu de semaine, 5 jours plus tard, il n'y a plus rien chez moi, en fait. Donc je cuisine le jeudi, le vendredi. Le vendredi matin, la boutique est ouverte, ce qui n'est pas le cas le jeudi. Donc pour l'ouverture du matin, le vendredi, j'ai du frais, donc des tartes, des croustilles en feuilles de briques, donc ça que je fais dès le vendredi matin. Je prépare mes plats pour le marché du lendemain, je mets mes bocaux sous vide qu'on trouve à la boutique, et puis je continue de cuisiner si j'ai des prestations le week-end. Ça le vendredi. Le samedi matin, je suis au marché, donc de nos gens le retrouvent. Jusqu'à 14h, je reviens. Et soit là, c'est le début du week-end, soit je repars en prestation. Donc, je recharge le camion. Je pars pour les mariages, anniversaires, etc. Mais ça, c'est plutôt d'avril à octobre, novembre. Ou l'hiver aussi, hein, mais les demandes sont un peu plus rares. C'est quand même un métier un peu saisonnier. Des fois, je suis juste des livraisons, donc j'ai juste à réchauffer et puis je livre chaud. Là, depuis quelques temps, j'avoue, je m'accorde le dimanche. Gros luxe. De la folie. Mais j'arrive pas toujours à dire non, demande de prestation le dimanche. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a moins de boulot et c'est vraiment dur de repartir le dimanche. Même si c'est symbolique, même si je suis absolument pas croyante, mais voilà, d'avoir un espèce de jour un peu sauvegardé, je crois que j'en ai un peu besoin. Et puis le lundi matin, je peux éventuellement finir un peu de rangement, un peu de vaisselle que j'ai pas eu le temps ou pas le courage de faire pendant le week-end. Le lundi après-midi, je tiens la boutique, donc ici. Je fais de la compta souvent en parallèle. Et puis le mardi, là c'est plus compta et devis. Répondre au téléphone, tous les messages de relance parce que je suis en retard, parce que j'ai pas répondu au devis assez vite. Voilà, en gros. D'accord. Et c'est une boutique que tu partages avec 2 boulangers, c'est ça? Voilà, c'est ça. 3, donc on l'entreprise L'Ami de Pain. Donc ils sont 2, ils font du pain bio au levain naturel. Et la grande nouveauté, c'est que là, dans quelques semaines, à la réouverture après les vacances de février, on va accueillir une 3e activité. Ce sera l'épicerie. En fait, c'est notre salariée Hélène qui fait la vente à la boutique, qui est hyper à l'écoute de nos clients et qui va développer son activité d'épicerie en produits bio et locaux pour compléter un peu la gamme et puis utiliser les espaces vides qu'on a qui sont pas très utilisés. Donc elle va proposer des boissons, des légumineuses, des choses comme ça pour compléter ce qu'on propose nous à la boutique. Tu me disais que ta cuisine avait du sens. Quel sens tu lui donnes? Ça dépend des jours. Des fois c'est juste l'envie de faire plaisir quand c'est les gens, quand je sais pour qui je travaille ou pour une belle occasion ou des amoureux qui se marient et qui m'ont émue. Enfin voilà, j'aime bien aussi être juste dans le don. Après, principalement, c'est quand même l'idée de faire vivre un territoire.
Je connais les producteurs à qui j'achète les produits. Je connais un peu leur histoire, alors pas professionnelle, l'histoire de la ferme quand il y a eu des transmissions, etc. Et donc c'est de mettre en avant ces produits-là, savoir que telle année il y aura pas de tel légume parce que Anthony à cette période-là de l'année il n'y a pas eu assez d'eau, il y en a eu trop, etc. Enfin de suivre un peu au jour le jour tant que faire se peut, hein, mais les productions. Et puis que ça fasse sens. Enfin, quand à la fin du mois, je règle mes factures et que tout part dans un rayon de 30-40 km, eh ben, pour moi, ça a du sens, en fait. Cet argent est vraiment un moyen d'échange, un moyen d'équivalence entre le travail de l'un et le travail de l'autre, et reste sur le territoire pour favoriser une population en milieu rural. Et l'idée, c'est vraiment d'encourager un développement territorial qui soit pas fait de grands pôles urbains et d'espaces verts récréatifs, en fait. Et je pense que l'avenir de l'humanité, c'est un bien grand mot, mais quand même, à l'échelle française, en tout cas, il passera par des bourgs viables, avec de la population, avec des services, des petits commerces, etc., qui font que les gens se connaissent, les gens se côtoient, les gens se donnent des coups de main. Et tout ce que j'ai vécu de plus beau depuis l'histoire de Fantine en cuisine, ça passe par de l'humanité vraiment, et des liens, des coups de main, des projets des projets où des gens qui ont envie de me soutenir ou que moi j'ai envie de soutenir, et du coup je vais faire des petits prix, parce que c'est ça aussi la liberté d'être à son compte, c'est pas de faire à la tête du client, mais de faire à la dimension du projet qui nous interpelle, et de pouvoir aider des choses comme ça. Et donc c'est tout ce sens-là. Alors c'est un peu fouillis de dire ça comme ça, mais voilà, c'est un peu vaste. Alors notre podcast, comme tu le sais, s'intéresse aux réussites professionnelles au pluriel. J'ai une question vache là maintenant. Comment tu définirais toi la réussite ? Alors je pourrais le définir que d'un point de vue très personnel, parce que je pense que personne n'aimait la même chose. Je crois que pour moi il est encore trop tôt pour dire que j'ai réussi. Enfin, je m'en sens pas capable. En tout cas, je suis encore en phase d'observation. Je m'observe moi-même. C'est compliqué parce que oui, je sais pas si Fantine en cuisine a réussi encore. Pour l'instant, c'est trop tôt, parce que je trouve que c'est encore un peu lourd à porter, que j'ai encore des moments de doute et des moments de fragilité très fortes, et que je m'attendais pas à ça. Du coup, pour l'instant, voilà. Moi, en tout cas, de mon point de vue, j'y suis pas encore tout à fait. Après, de dire ce que c'est la réussite, mon idéal, en tout cas, ce à quoi j'aspire, voilà, ma boussole, c'est vraiment de dire, ok, il y a du sens. Quand je me lève le matin, que je vais au boulot, je sais que ce que je fais va dans le bon sens. Il y a les retours des clients, des producteurs qui me fournissent, des gens qui sont satisfaits, curieux, intéressés, qui m'encouragent, qui croient que j'ai réussi. Donc du coup, je me dis c'est que je renvoie une image positive aussi. Et je pense que je pourrais dire que j'aurais pleinement réussi quand je serais dans un rythme de travail mesuré. Aujourd'hui, c'est quand même ça ma grosse envie, c'est d'être dans un rythme de travail qui soit plus cool quand même, et avec une rémunération qui soit plus à la hauteur du temps que j'investis. Alors, parce qu'aujourd'hui, je me rémunère à peine le SMIC, en fait. Je suis à 1 000 € par mois. Alors, il y a tous les à côté qui sont pas de la rémunération directe, mais voilà, en termes de véhicules, de forfait téléphone, d'alimentation, etc. Donc, ça à prendre en compte aussi, hein. La rémunération, c'est pas que de l'argent, c'est pas qu'un salaire versé. Mais quand même, je me dis que si je pouvais me payer le SMIC, là, je pourrais dire que j'ai réussi, que le modèle que je promeus est viable. Tant que j'y suis pas, c'est vrai que par rapport à des critères classiques de croissance ou de réussite économique, c'est un peu compliqué de défendre un modèle où on vit à peine de son activité. Enfin voilà, faut quand même faire la part des choses. Il y a ce qu'on sent en soi et ce dont on a besoin, mais il y a quand même comment les autres perçoivent la réussite. Il faut être dans des critères un peu classiques, quoi. Pour l'instant, c'est en cours d'acquisition, quoi. Alors même si, et c'est complètement entendable, tu estimes que Fantine en cuisine n'a pas encore réussi avec un grand R, est-ce que tu peux me raconter un moment, un événement, un épisode de ta vie pro, chez Fantine en cuisine ou avant d'ailleurs, où tu estimes que tu étais vraiment à ta place, que tu allais dans le sens justement de la réussite telle que tu l'entends? Alors c'est paradoxal, c'est pas quand je suis en cuisine que je le ressens le plus, ça va vraiment être quand je vais défendre les valeurs de Mille Perches.
Cette association, donc Mille Perches, ça veut dire marché d'intérêt local du perche. C'est une association qu'on a créée au cours de l'année, en janvier 2016, on a créé l'association avec un épicier et des agriculteurs. Et l'objectif de cette association, c'est de créer une plateforme logistique pour fournir les professionnels de la restauration en produits locaux. Donc quand je dis professionnels de la restauration, c'est restauration privée, mais aussi restauration collective, restauration scolaire, etc. et les épiciers. Et l'objectif, c'est vraiment de créer un outil qui soit multipartenarial, donc vraiment porté par des agriculteurs et des professionnels, pour répondre aux besoins de chacun en respectant les contraintes de chacun. Et donc aujourd'hui, on a 4 ans d'existence, on a embauché un salarié depuis 3 ans, on a un deuxième salarié depuis 6 mois et on va recruter une 3e personne. Donc une personne à temps plein. En gros, on a 2 ETP complets répartis sur 3 postes. Et en fait, quand je prends des prises de position publiques vis-à-vis d'élus ou d'institutions, en tant que Fantine en cuisine, en tant que traiteur investi sur un territoire qui porte une activité économique, qui génère un chiffre d'affaires, qui achète aux producteurs, qui crée de l'emploi, parce que j'embauche quand même un peu en cuisine, j'embauche des serveurs, des extras pour des mariages, etc. Donc il y a une visibilité sur le territoire, qui défend une vision de l'économie où il y a de la transparence, où il y a de l'humain, où il y a le respect de chacun. Et en même temps qui porte un projet qui va au-delà de la réussite de mon activité et de mon entreprise, qui porte un projet pour mettre des bons produits dans les cantines, pour revaloriser le métier dans les restaurants scolaires notamment, pour revaloriser les liens entre agriculteurs et donc le métier d'agriculteur et restaurateur et donc le métier de cuisinier. Là, je me sens à ma place parce que je me sens légitime en tant que moi et je me sens légitime à porter une parole collective qui est celle de Mille Perches, et là je me sens alignée, quoi, vraiment. Et dans ces moments-là, tu t'appuies sur quoi en toi? Tu vas chercher quoi? Mon énergie. Je vais chercher mon intégrité. C'est là où je me sens le mieux, en fait. Parce que c'est parler de Mille Perches, mais je revois encore samedi dernier sur le marché où on parlait des élections municipales qui approchent, et que la compétence donc de la restauration scolaire est une compétence municipale ou de la communauté de communes, mais donc c'est les élus communaux qui portent ça. Ouais, vraiment l'intégrité et l'entièreté, c'est-à-dire que ce que je fais moi en tant que Fantine quand je suis chez moi dans ma maison à cuisiner, en tant que Fantine en cuisine, traiteur qui fait à manger jusqu'à une centaine de personnes ou sur des événements publics, qui porte l'association Mille Perches, qui accompagne des porteurs de projets. Enfin voilà, il y a Rezlen qui couvre son restaurant à Argenvilliers et que j'ai eu plaisir à rencontrer pour discuter de son projet. J'apporte pas des compétences ou un accompagnement précis, en tout cas, mais en tant que porteur de projet, moi j'ai manqué de miroirs et de gens avec qui discuter du mien, et ça m'aurait peut-être éveillé à certaines difficultés. Et c'est tout ça que je prends dans mon sac et que j'ai envie de faire ressortir pour donner envie aux gens d'agir et leur montrer que c'est possible et dédramatiser l'action. Donc ton intégrité, ton entièreté, voilà. Ouais, et puis un peu de fierté aussi, je pense. Je pense surtout aux gens qui sont fiers de moi. Alors c'est un peu bateau, hein, mais je pense vraiment à mes parents qui voient que je m'épanouis en fait là-dedans, parce qu'ils avaient peur que je m'enferme en fait. Mon père est artisan et il a vraiment trimé toute sa vie, et mon grand-père est artisan, alors dans un tout autre secteur. Et du coup, de me voir prendre ce chemin, ça les a beaucoup surpris. Surtout que, entre guillemets, j'étais pas prédestinée à ça, enfin, avec le parcours que j'ai eu. Et ma mère, enseignante, enfin, formatrice, très engagée dans son métier, directrice d'école, enfin, vraiment avec une fibre, une implication totale. Mais du coup, d'être dans quelque chose d'incertain, dans quelque chose qui demande beaucoup et qui a finalement qui est assez peu valorisé, finalement, l'artisanat est pas forcément valorisé, et de porter ça et de l'incarner dans toutes mes actions, c'est pas une croix que je porte, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit et dont je suis fière, et c'est ça que j'ai envie de transmettre, que finalement, si on se donne les moyens d'agir au-delà de juste sa petite vie, on en gagne une énergie et une... Enfin voilà, ça, je sais même pas si c'est un mot en fait, c'est au-delà de la fierté, c'est de l'énergie, c'est quelque chose qui nourrit et qui fait que
qu'on peut être content de soi et qu'en plus on rentre en interaction avec des gens avec lesquels on ne penserait pas rentrer en interaction. Et tout ça, en fait, ça porte aussi. On la sent, ton énergie là, ce souffle là. Moi, je vois tes yeux pétiller. Il y a un truc qui t'anime là. Ça vient d'où ça? Je comprends mieux. Tes parents t'ont clairement inculqué quelque chose, pas forcément de manière consciente d'ailleurs, hein, mais est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas. Tu as eu un éveil particulier à tous ces sujets-là, jeunes? Alors j'ai vu mes parents toujours très impliqués dans leurs métiers respectifs, ça c'est sûr. Après, non, je pense qu'en fait, ce qui m'a beaucoup nourri, c'est que donc j'ai toujours assez tôt, dès que j'étais étudiante, je me suis toujours investie dans des associations, d'aide aux devoirs, d'apprentissage du français auprès des étrangers. Et puis plus quand j'étais à Lyon étudiante, où là j'ai eu vraiment un éveil de conscience politique, je me suis investie dans une association de promotion du commerce équitable, dans un collectif pour dénoncer l'affichage publicitaire, donc ça s'appelle les Déboulonneurs, pour dénoncer la privatisation de l'espace public et l'invasion de l'espace public par la publicité. Dans la Vélorussion, les alternatives pour la décroissance, etc. Et en fait, dans des AMAP, même à Angers, j'étais dans des AMAP, et en fait, si je fais le lien dans tout ça, à chaque fois, j'ai découvert des gens formidables, vraiment hyper engagés, et une joie de faire ensemble. Et c'est vraiment toujours ça qui m'a porté, alors on adhère à une association, on s'engage dans des actions militantes ou plus ou moins militantes d'ailleurs, peu importe, par conviction certes ou par plaisir à faire du sport, de la couture ou de la chorale, mais c'est le bonheur que ça crée et le petit frisson qui parcourt l'échine quand il y a juste des sourires autour de la table, quand les décisions sont faciles à prendre, quand les actions sont faciles à porter parce que tout le monde prend un petit bout, qu'on organise un marché de commerce équitable, un concert d'une chorale, un bistrot associatif dans le village où j'habite, une fête de la musique ou quoi. Et en fait, je me rends compte que c'est tous ces moments-là qui m'ont donné envie de vivre ça, et j'ai l'impression que ça passe vraiment par juste un don, même les faucheurs d'OGM, enfin plus ça va, en fait d'en parler, il y a plein d'exemples qui me reviennent où on est autour de la table, on partage un repas partagé où tout le monde a amené un petit quelque chose et de la spécialité de chacun, et où on construit et des choses naissent, des actions naissent sans être du tout dans la douleur, juste en étant dans la facilité, c'est fluide. Ouais, parce que chacun prend sa part. Et peut-être que c'est ça qui me manque le plus dans Fantine en cuisine, vraiment, c'est que je suis toute seule à le porter. Et du coup, c'est pas ça qui me nourrit tant, en fait. Ça me permet d'avoir ma place dans le territoire, d'être Fantine en cuisine, permet de parler en mon nom, à la différence d'être salarié d'une association ou d'une collectivité où là, on a un devoir de réserve et où les élus, les administrateurs, eux, peuvent prendre la parole, mais nous, on n'est que la cheville ouvrière. Donc, voilà, cette activité traiteur me permet de parler en mon nom, de faire ce que je veux en mon nom. Par contre, ce qui m'anime vraiment, c'est le fait de faire avec d'autres, en fait. Là, on va créer des actions de sensibilisation au grand public ou des actions de formation sur les pratiques alimentaires, sur la consommation locale, etc. Vraiment avec d'autres associations, avec Mille Perches et d'autres structures, et ça m'anime, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore dans ta pratique professionnelle, des gens auxquels tu penses régulièrement? Ouais. Donc tu te dis, qu'est-ce qu'ils feraient à ma place, tiens, par exemple? Alors je me dis pas qu'est-ce qu'ils feraient à ma place parce qu'ils sont dans d'autres métiers, parce que je connais pas de cuisinier qui m'ait inspiré. Par contre, qu'est-ce qu'ils en penseraient, qu'est-ce qu'ils me diraient? Et il y a Pascal, qui je donne pas assez de nouvelles d'ailleurs. Bah tiens. Voilà, sur l'occasion, je lui ferai écouter, il sera peut-être content. Qui est maraîcher bio dans Saône-et-Loire et qui a été une vraie rencontre. Il a plus de 60 ans aujourd'hui. Je l'ai rencontré, il avait une 50aine d'années, et c'est avec lui que j'ai participé à créer la première AMAP dont j'ai fait partie à Lyon quand j'étais étudiante, donc au retour de ce voyage au Pérou. Et lui, il a été militant non violent. Il a participé à l'occupation de l'ambassade des États-Unis pour lutter contre les guerres dans les années 70, à des marches pour le climat, contre le nucléaire. Il fait partie des faucheurs d'OGM, etc. C'est quelqu'un d'hyper intègre,
Son père était cheminot, il a fait des études d'histoire, il est maraîcher bio aujourd'hui. Enfin, c'est absolument pas du tout un parcours linéaire. Et aujourd'hui, il a réussi à installer son fils sur son exploitation. Il a repris l'exploitation. Et c'est quelqu'un qui a une liberté de parole que j'admire, une justesse d'analyse qui m'a beaucoup fait réfléchir et une ligne de conduite qui peut être blessante ou un peu cassante des fois, pas toujours, c'est pas un tendre, mais qui est juste. Et en fait, même s'il y a des remarques des fois que j'ai mal vécues, notamment quand par exemple j'étais hyper contente d'avoir trouvé un boulot au réseau des AMAP d'Île-de-France, et il me dit ah bah tu vas faire partie de la cohorte des parasites du monde agricole, enfin para-agricole, de tous ceux qui vivent sur le dos des agriculteurs. C'est pas évident à encaisser, et en même temps je m'en suis rendu compte qu'il avait pas tort en fait. C'est qu'il y a un moment, si on veut que les choses changent ou participer à un changement, eh ben faut relever les manches, et c'est pour ça que j'étais fière après de passer mon CAP cuisine. Et bon, je lui ai pas demandé son avis sur mon activité parce que je veux pas savoir ce qu'il a à en dire finalement, mais voilà, lui, il a vraiment marqué et il marque encore parce que je pense régulièrement à lui, bien qu'on s'est pas vu depuis des années. Et cette recherche d'intégrité, elle fait écho un peu à ce que je disais tout à l'heure. Après, c'est un ensemble de gens, de militants de la Confédération paysanne qui me marquent par leur stabilité en fait dans leur engagement. Parce dans les associations, on voit beaucoup de gens qui passent et puis qui restent pas ou qui sont fatigués au bout d'un moment. Et vraiment, parmi les confédérés, les militants de la Confédération paysanne, il y a des gens qui agissent, qui luttent, qui sont syndiqués, qui revendiquent depuis des années et depuis 30 ans et qui continuent de le faire avec une vraie joie de vivre. Et ça, c'est hyper moteur, quoi. Je regrette presque qu'il n'y ait pas un syndicat équivalent dans l'artisanat, en fait. Je me sens assez proche de ce syndicat-là. Enfin, je fais partie des amis de la Confédération paysanne, c'est pas pour rien. Après, je le revendique pas au niveau professionnel parce que, en étant commerçante, c'est compliqué d'afficher une couleur politique, etc. Et j'ai pas envie de rompre le dialogue avec une partie des gens, et du coup, je le mets pas forcément en avant. Ça se comprend dans mes prises de position, mais j'ai envie d'avoir la possibilité de parler avec tout le monde et de pas être dans le jugement. Après, je pense souvent après, c'est des amis qui sont construites en parallèle que moi, donc c'est différent en fait. C'est un autre écho. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt ? Oui. Mais il y en a, je suis en train de les apprendre. J'imagine. Je veux bien te croire. La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le lâcher prise. De vouloir moins tout maîtriser, parce qu'en fait, c'est pas possible. Et que quand on essaye de tout maîtriser, on oublie le plus important des fois. Je pense à l'expérience la plus douloureuse que j'ai vécue dans toute cette histoire de Fantine en cuisine. C'est vraiment été l'installation à Bretoncelle. Quand je suis passée de cuisinière domicile, donc avec une forme de souplesse alors c'était contraignant parce que je déplaçais chez mes clients tout mon matériel, tous mes ingrédients, il fallait que je m'adapte à toutes les cuisines, etc. Il y avait des clients qui faisaient pas appel à moi à cause de ça parce que c'était trop compliqué, c'était un peu envahissant pour eux de me laisser leur cuisine, et puis des fois simplement pas possible. Et quand je me suis installée à Bretoncelle, alors déjà, j'ai accepté plein de prestations en me disant j'aurai ma cuisine, je pourrais plus facilement cumuler plusieurs livraisons, plusieurs prestations sur un même week-end. Oui, d'accord, mais n'empêche qu'il y a un moment, il y a un temps de travail qui s'accumule, et ça je l'avais pas anticipé, et j'avais pas anticipé que la boutique ce serait une production à part de plats cuisinés, etc. Je pensais plus développer les prestations et que le surplus, ou que j'en fasse un peu plus pour la boutique. Et finalement, non, il y a une production pour la boutique qui représente à peu près une 20aine d'heures de travail par semaine seulement pour la boutique. Et du coup, les prestations, ça s'ajoute à ça. Donc, la fois où j'ai essayé de tout prévoir, où j'avais fait un beau prévisionnel en bonne et due forme, etc., finalement, c'est le pire était à venir. Alors que quand j'ai démarré Fantine en cuisine, où j'ai eu la chance de pouvoir adhérer à une coopérative d'activité d'emploi, donc j'étais entrepreneur salarié, où j'ai demandé à un des formateurs qui nous accompagnait, mais il faut que je fasse une étude de marché. Il me dit va chercher des clients, tu verras bien. Et parce que tout le portage était fait et que le cadre était hyper sécurisé, donc ça c'était super. Donc apprendre quand même la lecture des chiffres, je suis encore en train de le faire, un peu de rigueur dans l'analyse des chiffres, parce que
vu que ça a bien décollé, j'y ai jamais trop fait attention. Et puis en fait, une fois que le pli est pris, c'est compliqué de revenir des calculs de marge, des temps de travail, des seuils de rentabilité, tout ça. Et je suis pas à l'aise avec ça. Et je suis un peu toute seule face à ça. Et c'est pas facile parce que c'est pas rigolo. Et que toute seule à faire, c'est pas évident. J'adorerais qu'il y ait des formations un peu collectives comme fait la FOG, donc, mais c'est dans le monde agricole encore. C'est une association de formation collective à la gestion où on prend les chiffres. Alors ça reste, il y a un devoir de réserve pour les participants de la formation, mais voilà, d'avoir des retours d'expérience et tout ça, ça me ferait envie. Des choses que j'aurais voulu apprendre. Non, après c'est mon parcours qui me fait. C'est quand je me vois sur le marché ou à la boutique, je repense à des moments que je passais. Mon père avait un pressing en fait et on habitait l'appartement au-dessus. Donc souvent le mercredi après-midi, je le passais, je lui tenais compagnie. Alors lui il faisait son boulot et puis moi je papotais à côté. On en reparle régulièrement, ça le faisait marrer et puis finalement c'était une occasion de le voir un petit peu. Mais du coup quand les clients étaient à la boutique, je les servais pas. Il a toujours refusé ça, mais je lui faisais un peu, voilà. Là je lui tenais compagnie, mais je le voyais faire. Et il y a des attitudes que j'ai clairement adoptées chez lui. En cuisine, ma mère cuisinait beaucoup et je l'ai vu faire. Ma grand-mère paternelle aussi, et du coup, ça m'a nourri. Enfin, il y a plein de choses où je me rends compte maintenant que je reproduis tout simplement. Et ça me fait plaisir d'être un peu trait d'union ou de me nourrir de cette histoire alors très personnelle, certes, et familiale, mais je suis plutôt fière de porter ça. Non, ouais, il faut que j'arrive à travailler sur voilà, le lâcher prise et puis mais ça je pense que ça viendra avec le temps, le fait d'être rassuré sur le fait que bah oui, il y a un chiffre d'affaires à faire, mais en fait bah au fur et à mesure de l'année, il se fait et l'année dernière, j'avais pas de demande de grosses prestations, là cette année, j'en ai déjà quelques-unes. Donc qui vont structurer un peu la partie prestation des chiffres d'affaires et puis il y a des nouvelles rencontres, des nouveaux partenariats et puis il y a des gens qui faisaient appel à moi régulièrement puis la structure ferme ou évolue et donc il n'y a plus besoin de moi et il faut réussir à pas le vivre comme des échecs ou des prises de décision qui sont vis-à-vis de moi. C'est le contexte qui évolue, il faut accepter le contexte et ça j'ai besoin de me le répéter régulièrement pour y croire quoi. J'ai bien compris que tu travaillais beaucoup toute seule, mais tu as beaucoup de partenaires qui t'alimentent, que tu sers, etc. Est-ce qu'il y a des comportements, des postures particulières que tu recherches plus ou moins consciemment chez les gens avec lesquels tu collabores ? Ah ouais, la bienveillance. J'ai vraiment besoin pour me sentir, pour me livrer. Que ce soit au niveau personnel, comment je vis les choses, ou au niveau technique, comment je cuisine, ou au niveau plus économique, la rentabilité, comment je fonctionne, etc. J'ai besoin de sentir, alors c'est complètement subjectif, que les gens me posent ces questions avec bienveillance, pas pour me pomper une substance, mais en étant dans le partage. Et en fait, je me rends compte que si je livre et qu'en face on me livre quelque chose, et ben ça encourage à en livrer plus et que ce soit, alors on n'est pas là à mesurer, mais dans la réciprocité et même de livrer les doutes ou les questionnements et d'être dans une vraie transparence et de pas être dans le jugement en fait. Et je vais avoir enfin moi ça va être je vais être assez fermée aux gens qui sont là pour m'impressionner, j'ai horreur de ça, ou m'écraser ou avoir une recherche un peu de supériorité. Je suis vraiment pas du tout là-dedans quoi. Enfin et donneur de leçons non, d'être dans le partage, oui, la bienveillance et si on vient me voir en disant bah voilà, j'ai un projet de cuisine etc. Et bah discutons-en et alors, à condition quand même que la démarche soit intègre en termes d'approvisionnement. Parce que si c'est pour pour saupoudrer un peu de produits locaux sur des produits de merde, passe-moi l'expression, là ça va pas le faire. Parce que c'est d'abord l'intégrité. Mais et ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens viennent me voir en disant j'ai réfléchi à un projet de restaurant, de conservation, de traiteur, pourquoi pas. Alors ça c'est jamais arrivé, mais finalement pourquoi pas. Si on peut faire réseau, de travailler ensemble ponctuellement ou juste en échange d'expérience que je te disais tout à l'heure sur la compta ou le recueil de chiffres ou pourquoi pas sur des grosses prestations que moi je pourrais pas faire toute seule, qu'une personne seule peut pas faire, mais que à deux on pourrait faire
en se nourrissant en plus, parce que les recettes, ça s'échange, les pratiques d'organisation, etc. Des exemples, ça nourrit. Et ben moi, ça, j'aimerais bien, mais vraiment d'être dans l'idée du partenariat, en fait. Et si on vient avec cette démarche-là, alors ouais, super, quoi. Moi, j'ai même envie de ça. Je pense souvent à ce qui existe en Rhône-Alpes, c'est le GRAP, le Groupement Régional pour une Agriculture de Proximité. J'ai une amie, enfin mon amie Marie, qui est une des gérantes, ou qui a été une des gérantes, maintenant elle est chargée de mission, bref. Et l'idée, c'est qu'ils réunissent, c'est une coopérative d'activité d'emploi, spécialisée dans les initiatives alimentaires bio et locales. Donc dedans, il y a des traiteurs, mais il y a aussi négociants en vin, des épiceries, beaucoup, principalement, mais des boulangers, des pâtissiers, une personne qui fait des petits pots pour bébés, enfin voilà, toutes les activités autour de l'alimentation avec un approvisionnement bio et régional. Et du coup, ils sont plus d'une centaine aujourd'hui de coopérateurs et ils sont autonomes au niveau de la gestion de leur activité, mais ils mettent en commun toutes les fonctions support, un peu de communication, de compta, d'informatique. Et puis surtout, ils ont des journées d'échange, échange sur les pratiques, échange sur des choses vraiment liées aux activités, au niveau économique, au niveau logistique, puis aussi au niveau de la posture d'entrepreneur. Ce que j'ai pu un peu toucher du doigt quand j'étais à Crescendo. Et alors vraiment, si on pouvait créer un truc comme ça en Normandie, j'en serais, enfin déjà à l'échelle du Perche, je serais vraiment hyper contente et de m'investir dans 1000 Perches et avec 1000 Perches de créer des choses avec le Chardon, le magasin de producteurs Nogent, avec Rhizome, l'espace test agricole. Bah ça va un peu dans ce sens-là. Alors si ça prend au final pas tout à fait la même forme que le GRAP en Rhône-Alpes, c'est pas grave, mais d'être voilà dans cet échange-là, ça ferait me ferait vraiment plaisir. Et puis voilà, l'idée c'est que voilà, comme je disais à ma mère quand elle comprenait pas que je passe un CAP cuisine, mon but c'est pas juste d'éplucher des pommes de terre, même si elles sont bio et locales, mais d'avoir une légitimité pour porter des projets qui font sens et qui permettent de faire en commun. Et ouais, d'être dans l'économie, mais dans un autre type d'économie, dans l'économie vraiment de partage et de mise en commun. Alors ouais, là, banco, quoi. Je comprends qu'il y a des personnes qui viennent te voir pour te demander des conseils, c'est ce que tu disais tout à l'heure. S'il y a un conseil que tu dois donner à quelqu'un qui cherche à se lancer comme traiteur, tu dis ça n'est jamais arrivé, mais s'il y a un truc que tu veux absolument lui dire, c'est que ça serait quoi? De pas voir trop grand. Une quand même de mes belles réussites, même si je suis pas sûre d'avoir complètement réussi, mais quand même quelque chose qui me donne vraiment confiance en mon projet, c'est d'y être allée par étapes et d'avoir commencé comme cuisinière à domicile. Ça m'a permis de confirmer que j'étais faite pour ce métier, qu'il y avait des débouchés, que ma cuisine plaisait, avec un investissement minime. C'est-à-dire j'ai vendu ma voiture pour acheter une camionnette et j'ai acheté un peu de matériel. Enfin, un coût de l'opération, 2-3 000 euros pour lancer une activité professionnelle, c'est vraiment rien du tout. Et 3 ans plus tard, j'ai fait les investissements ici. Pas énorme finalement, vu qu'on est dans des locaux de la commune et que c'est la commune qui a fait le gros des travaux, mais j'ai investi 50 000 euros, emprunté 30 000, ce que j'aurais pas été capable de faire 3 ans auparavant. Mais là, j'ai été capable de le faire et ma cuisine est bien dimensionnée. J'ai un peu de marge de manœuvre pour faire un peu plus grand, mais c'est pas pesant au quotidien. Et du coup, d'y être allé progressivement, ça fait que alors déjà il y a un côté rassurant, mais bon ça dépend des tempéraments. Il y a des gens qui ont besoin de taper vite et fort tout de suite. Moi c'est pas mon cas, mais je peux comprendre que ce soit le cas d'autres. Mais c'est surtout que ça permet d'avoir des satisfactions très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a pas de grosses périodes ou pas de très longues périodes d'angoisse, d'insécurité, qui, je pense, pompe énormément d'énergie. Enfin, la charge mentale, quand on crée une entreprise, elle est quand même énorme. La peur de rater, de se planter, des conséquences d'un petit truc négatif, de quelles conséquences ça va avoir, etc., c'est quand même assez prégnant. Alors là aussi, ça dépend des tempéraments, mais en tout cas, chez moi, oui. Et du coup, de commencer avec une structure hyper légère, ça permet que finalement le poids, ce soit pas lourd à porter, et du coup la moindre satisfaction tout de suite elle se ressent. Tandis que si c'est lourd à porter, la première satisfaction, il en faut plein.
finalement pour les percevoir. Et alors qu'en fait c'est hyper important parce que c'est un peu, je fais un mouvement avec ma main, mais c'est un peu ping-pong quoi. Dès qu'on capte quelque chose de positif, hop, on peut ordonner parce que ça nous nourrit et c'est un mouvement perpétuel en fait. Il faut enclencher la machine. Et si les premières coups, un peu les premiers coups de pompe, et ben on sent pas l'air qui rentre, et ben on s'asphyxie en fait. Et donc commencer léger. Ça vaut en termes d'investissement, ça vaut en termes de diversité d'activités, de pas partir dans tous les sens, de pas s'éparpiller. Voilà, ça vaut en termes même d'échelle géographique. Enfin, ça dépend vraiment de l'activité, de comment on veut la dimensionner, mais de partir sur un truc qu'on maîtrise et puis après d'agrandir, d'élargir. Moi, au début, j'étais sur un nombre réduit de personnes et puis sur un nombre réduit de kilomètres et puis sur un nombre réduit de types de débouchés. Puis finalement, on m'a demandé des choses. Alors j'ai essayé des nouvelles choses, mais c'était ponctuel. C'était un coup. Puis j'ai essayé d'analyser. Je suis pas bonne dans l'analyse, mais sur l'analyse de comment j'ai vécu les choses, comment je l'ai ressenti et aussi comment économiquement ça marche ou ça marche pas. Voilà, d'y aller vraiment par à coup pour pas se mettre dans la difficulté, quoi. J'ai bien compris que ton rythme de travail, surtout depuis que tu as la boutique, était un sujet pour toi. Qu'est-ce qui te ressource ? J'arrive à prendre du temps pour moi. Je me force à le faire, quitte à être en retard sur certains trucs. Enfin, là-dessus, tant pis. Après, j'ai quelqu'un à la maison qui m'aide pour ça. Ça aide beaucoup. Je me bloque des créneaux en disant non, bah là, voilà. Alors, des fois, c'est des créneaux de 4 heures qui se réduisent à des créneaux de 2 heures, mais j'y arrive quand même. Depuis 2 ans, 1 an et demi, j'ai repris du sport. Donc, voilà, 2 fois par semaine à 18h, je sais qu'il faut que j'arrête parce que je vais courir. Voilà, après, chacun son truc. Donc, je me force à m'aménager du temps. Et puis, oui, je relativise en disant, si les gens n'ont pas leur devis dans la semaine, en fait, c'est pas grave, à condition de leur expliquer, de les prévenir. Donc, j'assume le fait que, non, votre devis, vous l'aurez pas tout de suite. 99% des gens le comprennent. Et puis le 1% qui le comprend pas, je me dis, on n'était pas fait pour travailler ensemble. Je relativise en disant, ok, ils sont pressés, j'ai pas envie de travailler pour des gens comme ça. Alors, si c'est compensé par d'autres demandes derrière, ça va. Si c'est suivi de quelques semaines de blanc, je le vis un peu moins bien, je m'en veux un peu. Mais au fond, je me dis que non, j'ai pas envie de céder à ces sirènes de l'urgence. Je peux être, sans être désagréable, mais je peux être froide avec les gens qui insistent trop. Vous avez pas répondu à mon mail. Oui, je l'ai reçu hier, je suis en cuisine, j'y répondrai que lundi prochain. Et encore, je vais y répondre par une série de questions parce que je peux pas faire un devis en claquant des doigts, parce que j'ai fait le choix, alors j'y perds du temps, mais j'ai fait le choix de ne pas travailler sur des formules toutes faites, justement pour pouvoir m'adapter aux envies, aux besoins, aux contraintes des gens qui veulent faire appel à moi. Il y a des gens qui trouvent ça super. Il y en a que ça insécurise. Et du coup, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Et j'envisage vraiment, quand on me fait appel à moi, j'ai envie de parler de partenariat plutôt que de prestation de service. Alors, j'utilise ce vocabulaire-là parce que c'est celui qui est communément admis. Mais j'essaye de faire comprendre aux gens qu'on co-construit, que ce soit un mariage, un anniversaire, une livraison, une formation, on construit ensemble. Alors évidemment, j'ai des réponses que je peux apporter rapidement parce que ça, c'est l'expérience. Mais de se dire, ok, on va prendre le temps d'y réfléchir. De quoi vous avez besoin ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et ça prend un peu de temps, un peu d'échange. Et du coup, ce temps-là, c'est aussi du temps qui permet aux gens de se poser vraiment la question de ce qu'ils veulent. Moi, ça me permet d'être sûr de proposer un truc que je vais bien vivre, qui va être OK pour la viabilité de l'entreprise. Et voilà. Et donc, tant pis si les gens sont pas contents de ça, mais ça arrive rarement. Puis c'est aussi ça l'intégrité, j'imagine. C'est savoir ce qu'on veut. Et c'est ça. Voilà. Ouais. Bon, après, l'intégrité sur l'approvisionnement, S'il y a des fois, on me demande des choses en disant non, mais ça, je peux pas vous le faire. Par exemple, un monsieur qui sait très bien d'ailleurs j'ai plus trop de nouvelles, mais qui sait très bien ce que je fais, donc une cuisine avec des produits locaux, et qui m'appelle un mardi, est-ce que vous pouvez me faire une salade pour ce soir ou demain, peu importe. Je dis non, j'ai plus d'ingrédients. Puis de fait, des fois il peut me rester des choses, mais là j'avais plus rien du tout. Oh, mais juste une grande salade vite faite là avec quelques ingrédients. Je dis non, j'ai plus rien. Mais enfin, vous pouvez bien prendre une salade avocat, pamplemousse, crevette.
Et je pense qu'il pouvait pas prendre pire exemple. Et du coup, je lui ai dit, ben non, alors ça, typiquement, je peux pas vous le faire. Et ça me fait plus sourire, en fait, parce que vu que c'est anecdotique, ça me fait sourire parce que d'un autre côté, j'ai des gens qui me font tout un laïus sur leur motivation, leur mode de consommation, qui sont hyper contents de trouver mon offre, voilà, et qui me demandent des tartes aux fruits pour leur mariage qui aura lieu au mois de mars. Alors je dis fruits, les pommes, s'il m'en reste, rhubarbe peut-être, mais sinon fruits, niet quoi. Enfin, et du coup ils me remercient. Ils me disent oui mais bien sûr, enfin évidemment, oui non en mars il y a pas de fruits, alors qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme tarte, et voilà, donc l'intégrité elle paye aussi, enfin si on doit parler au niveau rentabilité, les gens viennent aussi me contacter parce qu'ils savent qu'ils peuvent me faire confiance, et donc cette confiance-là, j'ai pas envie de la dévoyer en faisant n'importe quoi. Il y a une partie d'éducation aussi dans ce que tu fais, tu vois. Ah ouais. Gens, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est éveillé à ça, tu vois. Complètement. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, je le disais plus peut-être au démarrage d'activité. Il y avait vraiment l'idée et l'envie d'être passerelle, en fait. Quand je travaillais pour le projet de recherche Liproco, donc sur les liens producteurs-consommateurs, j'avais regardé un peu ce qui se passait au niveau on appelle ça de la sociologie de la traduction, et c'est comment finalement entre acteurs qui parlent de la même chose mais qui n'ont pas le même point de vue de la réalité, il y a des fois besoin de traduction. Ça a été étudié, alors je me rappelle plus le nom du sociologue, mais autour de la baie du Mont-Saint-Michel, avec tous les acteurs qui sont partie prenante de la gestion de la baie du Mont-Saint-Michel. Mais je sais que ça a des travaux qui ont été utilisés par exemple sur la restauration collective. On parle d'une même réalité, il s'agit de fournir des cantines. Ok, mais du point de vue de l'agriculteur, du point de vue du cuisinier, du point de vue du gestionnaire, en fait, les réalités, elles sont... C'est à peine si elles se croisent, c'est impressionnant. Et du coup, d'avoir cette connaissance du monde agricole, même si elle est minime, hein, parce que je n'ai pas les mains dedans, mais je m'estime assez proche quand même de cette réalité-là, de prendre en considération les attentes qui sont tout à fait légitimes des consommateurs. Enfin, quand on organise un événement, que ce soit un anniversaire, même pas forcément un mariage, mais voilà, c'est pas tous les jours que les gens font appel à un traiteur pour une occasion privée. Enfin, c'est un vrai événement dans leur vie et c'est important de le considérer en tant que tel. Voilà, les implications sont pas du tout les mêmes, et d'expliquer que alors là je vais pas pouvoir faire de panna cotta parce qu'à cette période de l'année il y a pas beaucoup de crème parce qu'il y a pas beaucoup d'herbe dans les champs, par contre que je peux faire tel autre type de dessert, et ça respecte tout le monde. Ça fait de l'éducation, et ça évite de dire les agriculteurs ils font pas ce qu'il faut, on veut les faire travailler mais ils sont pas là, ou les consommateurs ils comprennent vraiment rien, ils sont à côté de leur pompe. Ouais, mais c'est pas que de leur faute s'ils sont déconnectés de comment fonctionne l'agriculture. Et ça, ouais, je trouve ça super de pouvoir expliquer ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Rencontrer une associée, j'aimerais bien. Une. Ouais, c'est clair. Ouais, clairement. Je suis très contente d'être associée avec mes collègues boulangers, mais dans un travail au quotidien, je l'explique pas. J'ai essayé d'y réfléchir, mais je me l'explique pas. Mais en tout cas, je pense que je serais plus à l'aise. Pour se nourrir, en fait, parce que ce serait forcément quelqu'un qui aurait un parcours différent du mien et qui aurait des compétences. Et voilà, l'idée, c'est je veux pas mon binôme, enfin, je veux pas mon double. Quelqu'un qui aurait peut-être des compétences en pâtisserie, ou plus dans le végétal, ou dans la conservation, ou les plantes sauvages. Enfin voilà, quelqu'un qui apporterait cette dimension-là, ce serait super, mais qui serait en accord avec ce que j'ai développé, parce que je me sentirais pas capable de remettre tout en question. Voilà, je l'ai déjà dit, ça a été douloureux il y a 3 ans, donc là j'ai envie de profiter un peu du travail accompli. Mais voilà, si je pouvais rencontrer quelqu'un avec qui partager le portage de l'activité, quitte à ce qu'elle évolue, quitte à ce qu'on change de nom, quitte à tout ça, vraiment, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir l'année dernière, et ça m'a vraiment nourri, et finalement ça s'est pas fait, ça a été assez... C'est là que je me suis rendu compte que, ok, en fait là ça y est, je suis mûre pour m'associer. Au début, il en était hors de question, parce que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de le faire. Maintenant, ça va en termes de légitimité. Alors, la confiance en soi, c'est quelque chose qui il y a encore un peu de boulot, mais en tout cas, en termes de légitimité, voilà, je serais prête à partager, à faire ça avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ce serait une réponse pérenne à la question du temps de travail. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation t'inspire et qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais ajouter? Ça me
ça me renforce dans le fait que des groupes d'échange entre porteurs de projets, porteurs d'activités, ce serait vraiment bien que ça existe en fait. Ce que j'ai connu quand j'étais à Crescendo me manque, parce qu'il y avait des temps d'échange. Alors les professions étaient très diverses, mais finalement la posture de l'entrepreneur était là. Et de pouvoir mettre sur la table ses doutes, ses questions, d'avoir un retour sur son activité, d'avoir des encouragements, de pouvoir encourager d'autres, ça fait du bien en fait, et ça nourrit. Alors il n'y a pas besoin que ce soit tous les mois, et puis il ne s'agit pas de faire de la thérapie non plus, mais d'être là encore dans de l'échange, je trouve que ça manque dans l'artisanat. Et les chambres de métier font pas du tout ça. Voilà, donc ça me donne plutôt envie d'essayer de... Alors parler de cercle de parole, ça fait un peu alcoolique anonyme, donc j'aime pas trop cette expression. Mais voilà, ça me donne envie d'aller contacter... Mais là, il y a deux femmes auxquelles je pense, qui vont porter qui vont porter des projets autour de l'alimentation avec une éthique en termes d'approvisionnement qui est proche de la mienne. Et du coup, j'ai envie d'aller les voir en disant, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, qui soit léger, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais qui nous nourrissent aussi chacune dans nos activités, quoi. Merci beaucoup, Merci. Francine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt!